Bon alors d'abord, bon anniversaire, et j'ai un cadeau pour vous, c'est la version imprimée, désolé encore en anglais, mais le contexte s'y prête, du résumé à l'intention des décideurs de ce rapport de cet été. Alors à qui je le remets pour l'association, voilà. Merci. Merci de cette invitation. Donc ce que je veux souligner, c'est que j'ai un gros fardeau qui est tombé de mes épaules en fait. Parce que dans le contexte de la pandémie, on a réussi à finaliser ce rapport sur les bases physiques du changement climatique avec 234 chercheurs de 65 pays, en ayant basculé sur un travail en ligne depuis en gros février 2020. On a réussi à l'approuver virtuellement avec les représentants de tous les pays, 186 heures d'appel Zoom cet été, pendant que vous étiez probablement en vacances, sur 2 semaines, et en finissant dans les temps, ce qui est assez remarquable pour l'approbation dans un contexte un peu intergouvernemental de ce type de rapport, et ça montre en fait qu'il était attendu. Donc nous, on l'a rendu avec 4 mois de retard, et puis la COP26, elle a eu lieu avec 1 an de retard, ce qui fait que notre rapport était disponible avant cette réunion importante pour certains mécanismes clés de l'accord de Paris sur le climat. Et d'ailleurs, la décision de la COP fait de multiples références à ce rapport. Alors, quelques points que je souhaite mettre en avant. C'est un rapport qui a été structuré différemment des précédents. En gros, un tiers sur le climat global, les indicateurs clés, où on en est par rapport au contexte paléo, ce qu'on comprend des facteurs de cause de cette évolution, et puis les évolutions attendues à court, moyen et très long terme, donc l'état du climat global. Après, un gros paquet de chapitres qui portent sur notre compréhension des processus, dans la réponse du climat, du cycle du carbone, de la chimie atmosphérique, de l'océan, des glaces, du niveau des mers, du cycle de l'eau, tout ce qui façonne en fait par les rétroactions et aussi la réponse du climat global et ses caractéristiques régionales. Et une avancée considérable, un tiers du rapport centré sur l'information climatique régionale, là où on vit, là où cette information est importante pour comprendre ce qui change et savoir à quoi se préparer. Alors, on a bien sûr une compréhension plus claire, et les progrès des connaissances, ils viennent d'efforts de recherche fondamentale, aussi bien sur les observations, la construction de cette observation de la Terre, ce qu'on tire des climats passés qui est intégré au reste, notre compréhension des facteurs qui agissent et des processus de rétroaction, et puis les travaux de modélisation du climat global et régional. Alors où est-ce qu'on en est maintenant? Donc c'est un fait établi que ce sont les conséquences des activités humaines qui ont réchauffé l'atmosphère, l'océan, la surface des continents, ce qui conduit à une fonte à grande échelle de la cryosphère, ce qui est enneigé et englacé, et qui conduit à des changements généralisés, donc du haut de l'atmosphère jusqu'au fond de l'océan, des régions tropicales aux régions polaires, des changements rapides, c'est une rupture en fait par rapport aux variations naturelles du climat, et des changements qui s'intensifient. Ce qu'on observe, c'est inédit en fait, sur des échelles de temps très longues. Donc le niveau de réchauffement, il est maintenant à 1,1 degré quand on prend la dernière décennie par rapport à la fin du 19e siècle, en moyenne à la surface de la Terre. Et notre meilleure estimation, c'est que l'intégralité de ce qui est observé, de ce réchauffement, est due aux activités humaines. Alors l'effet de réchauffement, il vient en particulier des émissions de dioxyde de carbone, avec également un effet important des émissions de méthane quand on prend en compte son effet de gaz à effet de serre direct et indirect via la formation de l'ozone en surface, un polluant et un gaz à effet de serre. Donc vous savez très bien d'où cela résulte. Les émissions en fait sur la dernière décennie pour ces gaz à effet de serre ont été les plus hautes depuis la révolution industrielle. C'est en partie masqué par l'effet refroidissant des particules de pollution. Et en fait, le pic d'émissions au niveau planétaire de ces particules de pollution était à la fin du XXe siècle. Ça a diminué en Europe, en Amérique du Nord, mais ça continue à augmenter en Afrique de l'Est ou en Asie du Sud. Donc, sur la dernière décennie, la manière dont on perturbe le climat a augmenté, émissions de gaz à effet de serre et perte un peu de l'effet masque des particules de pollution. Ce qu'on montre également, c'est que le changement donc conséquence des activités humaines, le mot savant c'est anthropique, ça affecte déjà chaque région en fait, à la surface de la Terre de multiples manières, des tendances, des extrêmes, des indices dont on sait qu'ils sont associés à des seuils de tolérance pour la santé ou pour les cultures, et tout particulièrement, donc on a des avancées considérables dans ce qu'on appelle l'attribution pour les événements extrêmes. Donc l'influence humaine sur le climat altère la fréquence et l'intensité d'événements extrêmes comme les vagues de chaleur, les événements de pluie torrentielle, dans certaines régions les sécheresses, et également les conditions météorologiques chaudes, sèches et venteuses propices aux incendies de forêt. C'est le cas en France, c'est le cas dans beaucoup d'autres régions du monde.
On a aussi mis en mouvement les composantes lentes. Donc les glaciers aujourd'hui sont en train de s'ajuster au réchauffement qui est là. Ils vont mettre des dizaines d'années à le faire. Le temps de mélange de l'océan profond qui a absorbé 90% de la chaleur supplémentaire, c'est plusieurs siècles. Les calottes du Groenland, de l'Antarctique, elles sont en mouvement. Leur mise en mouvement contribue à l'accélération de la montée du niveau des mers depuis les années 90, et elles vont continuer à s'ajuster à l'échelle de siècles et de milliers d'années. Donc on a déjà, en fait, par les émissions jusqu'à ce jour, entraîné de manière inéluctable une montée importante du niveau des mers sur plusieurs siècles. Par contre, si on mettait à zéro les émissions mondiales de CO2, notre estimation aujourd'hui, c'est que leur effet sur la température à la surface de la Terre serait quasiment nul sur 50 ans. Donc, l'évolution future de la température à la surface de la Terre, ça va dépendre des émissions à venir. Dans chaque région, les changements avec lesquels on vit, derrière lesquels on court en fait, s'amplifient à mesure du niveau de réchauffement planétaire. Donc vers quoi on va? Dans notre rapport, on considère 5 scénarios d'émissions de gaz à effet de serre très contrastés, qui balaient vraiment une large plage de futurs possibles. La bonne nouvelle, c'est que les scénarios de forte ou très forte émission de gaz à effet de serre sont maintenant considérés comme moins plausibles. Moins plausibles du fait de politiques climatiques qui sont en place, moins plausibles également du fait de ruptures technologiques qui permettent par exemple de produire de l'électricité bas carbone à un coût compétitif. Donc si les émissions de gaz à effet de serre restent à un niveau proche de l'actuel pendant quelques décennies, c'est le scénario que nous on appelle intermédiaire, juste stagner au niveau actuel pendant quelques décennies, et puis une baisse lente. Dans ce cas-là, en fait, on dépasserait un niveau de réchauffement en moyenne sur 20 ans d'1,5 degré dans les prochains 20 ans, et on dépasserait un niveau de réchauffement de 2 degrés autour de 2050. Et en fin de siècle, notre estimation, c'est 2,7 degrés plus ou moins 0,6 degrés, et puis 3 degrés le siècle suivant. Alors pourquoi j'insiste sur ce scénario? Parce qu'en fait, les promesses qui ont été faites à Glasgow, elles impliquent en fait encore une hausse, modérée, mais une hausse, des émissions mondiales de gaz à effet de serre entre maintenant et 2030. On a d'autres promesses qui impliquent, entre 2050 et 2070, d'atteindre des émissions à net zéro d'un certain nombre de pays. Ces promesses étant parfois substantiées par des trajectoires présentées et dans d'autres cas associées à aucune trajectoire précise pour que ce pays en question puisse tenir cet engagement. Je vous invite par exemple à parcourir la promesse de l'Australie qui veut continuer à exploiter et exporter du gaz et du charbon tout en atteignant le net zéro CO2 en 2050. Donc, ce que notre rapport montre, c'est que si on a en fait des émissions importantes, rapides, dans les années, dans les décennies à venir, pour le dioxyde de carbone, le méthane et les autres gaz à effet de serre, alors en fait, il est possible de contenir le réchauffement à un niveau largement sous 2 degrés et proche de 1,5 degré. Mais ça n'est possible que s'il y a une baisse très rapide et majeure des émissions de gaz à effet de serre. Et même dans ce cas, on s'attend à atteindre un niveau de réchauffement d'1,5 degré dans les prochains 20 ans. Ça veut dire en fait, dans les années 2030, à peu près une année sur deux serait à une température pour cette année individuelle au-dessus d'1,5 degré. Alors pourquoi chaque fraction de réchauffement compte? Je ne vais pas approfondir la question de la vulnérabilité ou de l'exposition. Ça va être fait dans le rapport du groupe 2 du GIEC, qui est prévu pour février prochain. Je vais mettre l'accent sur les caractéristiques physiques du climat. Beaucoup de changements dépendent directement du niveau de réchauffement planétaire. C'est le cas pour les tendances régionales, donc plus marquées au-dessus des continents que la moyenne planétaire. Ça va se poursuivre, très marqué près de l'Arctique. C'est le cas pour les changements de précipitations, avec par exemple en Europe une tendance à la hausse en hiver au nord et une tendance à la baisse autour de la Méditerranée. C'est déjà observé et ça va s'intensifier à mesure du niveau de réchauffement planétaire. C'est aussi le cas pour l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des extrêmes chauds, sur Terre comme en mer, des événements de fortes précipitations. Par degré de réchauffement supplémentaire, c'est 7% de plus sur les records de précipitations en moyenne planétaire. Les événements chauds qui se produisaient une fois par 50 ans en climat pré-industriel, ils se produisent déjà 5 fois plus fréquemment. Ce sera 9 fois plus fréquemment dans un monde 1,5 degré plus chaud, 14 fois dans un monde 2 degrés plus chaud. Donc vous voyez que les caractéristiques des événements les plus rares augmentent de manière disproportionnée, on va dire. On s'attend aussi à une augmentation de l'aridification dans certaines régions, donc une baisse de l'humidité des sols, par exemple dans les régions de climat méditerranéen, en Europe de l'Ouest, qui va
augmenter à mesure du niveau de réchauffement planétaire. Pourquoi ? Baisse des précipitations et dans certaines régions, plus d'évaporation, en fait, qui vide les sols plus vite de leur humidité, avec un climat plus chaud. C'est aussi le cas sur la proportion des cyclones tropicaux les plus intenses, et puis la réduction du manteau neigeux, le dégel des sols gelés, le recul de la banquise arctique, tout ça dépend directement du niveau de réchauffement planétaire. On a un chapitre entier sur le cycle de l'eau. Aujourd'hui, beaucoup d'actions d'adaptation portent sur le cycle de l'eau. Elles sont souvent réactives quand on a eu une inondation ou une sécheresse. On montre en fait qu'en fonction du niveau de réchauffement planétaire, on a une intensification du cycle de l'eau et de sa variabilité, donc avec une augmentation des événements et des saisons très humides ou très secs, avec des implications bien sûr pour la gestion de l'eau qui sont particulièrement notables. Un petit mot sur l'océan. L'océan, c'est 2/3 de la surface de la Terre. Donc un climat qui se réchauffe, ça affecte l'océan de multiples manières. Donc l'accumulation de chaleur, des vagues de chaleur plus fréquentes qui sont très dommageables pour les écosystèmes comme les récifs de coraux, les forêts de laminaires, qui conduisent à des déplacements d'espèces, une baisse du potentiel de prise de pêche dans les tropiques. Mais c'est aussi un océan qui se mélange moins bien parce qu'il est plus chaud, donc qui perd de l'oxygène, et un océan qui s'acidifie à mesure que le climat se réchauffe. Je précise qu'aujourd'hui, l'océan absorbe à peu près 23% de nos rejets de CO2 et s'acidifie. La végétation et les sols, à peu près 31%. En cas de fort réchauffement, typiquement au-dessus de 2 degrés, les puits de carbone vont augmenter parce qu'ils dépendent de la concentration en CO2 dans l'atmosphère, mais la proportion relative qui va être absorbée va diminuer. Donc ça limite en fait notre marge de manœuvre à nous. Donc ces changements que je décrivais, ils sont plus prononcés, plus généralisés pour chaque région. Et nous, on a cartographié ces facteurs climatiques générateurs d'impact, 33 catégories, et on montre que pour 96% des régions du monde, il y aura des changements dans au moins 10 de ces caractéristiques. Donc on fournit cette information de sorte à pouvoir anticiper, construire sur ces connaissances pour chaque région des multiples du cocktail en fait de changements propres à chaque région, et de sorte à éclairer les stress tests climat que vous pouvez être amenés à faire ou les stratégies d'adaptation. Un des buts que je me suis fixé personnellement, c'est faire en sorte qu'on n'agisse plus en regardant dans le rétroviseur, c'est-à-dire, par exemple, les plans de prévention des risques d'inondation faits en regardant l'évolution des précipitations des derniers 30 ans ou 100 ans, mais qu'on intègre ces connaissances sur les évolutions à venir dans la gestion de risques et dans l'adaptation aujourd'hui. Alors certaines conséquences sont irréversibles, vous l'avez compris, sur des échelles de temps très longues, en particulier la montée du niveau des mers, l'intensification des événements extrêmes de niveau marin, qui augmente en fréquence en fait quand le niveau moyen monte, et l'érosion côtière qui en résulte. Par contre, si on limite le réchauffement, on peut en fait ralentir la montée du niveau des mers, et ça donne beaucoup plus de temps pour l'adaptation. Donc dans ce rapport, par exemple, on montre, en fonction des trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre, quand on atteindrait 50 cm, 1 mètre, 1,50 m, ou davantage, de montée du niveau des mers. Et on voit qu'en fait, si on baisse les émissions de gaz à effet de serre, on gagne du temps pour l'adaptation sur le littoral. Certains changements abrupts ne peuvent pas être exclus. Ils sont associés à une connaissance parfois très limitée, très faible. Une probabilité d'occurrence mal connue ou difficile à quantifier. C'est le cas d'effondrement en fait, de certains secteurs de l'Antarctique, de changements de circulation océanique, d'événements composites rares, par exemple des sécheresses et des vagues de chaleur qui touchent plusieurs greniers habillés mondiaux en même temps, ou bien des dépérissements de forêt. On ne peut pas les exclure, et on les aborde sous forme de narratif dans ce rapport, c'est-à-dire si cet événement se produit, voilà quelles en seraient les conséquences que l'on peut quantifier, par exemple, pour la montée du niveau des mers. Et dernière chose, d'un point de vue des sciences physiques, qu'est-ce qui est nécessaire pour limiter le réchauffement planétaire ? Limiter le réchauffement planétaire, ça veut dire tout ce qui en dépend directement arrête d'évoluer, et on ralentit les conséquences lentes. Première chose, il y a une relation étroite entre le cumul des émissions de CO2 et le niveau de réchauffement. Dans les projections, c'est vraiment l'effet CO2 qui domine. Et donc le message clair, c'est chaque tonne de CO2 qu'on ajoute dans l'atmosphère inscrit davantage de réchauffement. Chaque tonne qu'on évite, ça permet de le limiter. Si on regarde en fait les budgets carbone résiduels, compatibles avec le fait de limiter le niveau de réchauffement, largement sous 2 degrés ou à 1,5 degré, on voit bien là toute la difficulté de l'accord de Glasgow sur le climat. Les contributions des différents pays, elles impliquent en fait à horizon 2030 des émissions dues au secteur des énergies fossiles, pour le CO2, autour de 36 milliards de tonnes chaque année.
La marge de manœuvre, le budget carbone résiduel pour 1,5 degré, avec, disons, 2/3 de chances d'y parvenir, c'est 400 milliards de tonnes de CO2. Vous voyez que sur une douzaine d'années de stagnation, on l'aura épuisé. Ça veut dire qu'inéluctablement, le réchauffement dépassera ce niveau-là. Par contre, si on baisse les émissions, la conversion en année n'a pas de sens, puisqu'en fait, si on baisse les émissions, le même budget correspond à un délai plus large. Donc on souligne que pour limiter le réchauffement en fait, à n'importe quel niveau, ça demande en fait de limiter le cumul des émissions de CO2, le cumul étant le plus bas possible, pour le pic le plus bas possible, d'atteindre au moins des émissions de CO2 à net zéro, et puis des réductions fortes des émissions des autres gaz à effet de serre, et on souligne tout particulièrement l'importance du méthane. Pourquoi ? Quand on décarbone, par exemple, si on remplace une centrale thermique à charbon par autre chose, ou bien si on décarbone les transports, qu'on les électrifie, on perd les émissions de CO2, mais on perd aussi les émissions de particules de pollution et leur effet de masque. Court terme, concentré près des zones industrialisées et urbaines. Si on réduit en même temps rapidement les émissions de méthane, on peut avoir quelque chose qui est assez neutre côté climat, c'est-à-dire on perd l'effet de serre du méthane, on perd l'effet parasol des particules, pas de pénalité climat. Par contre, on peut gagner dans les deux directions sur la qualité de l'air, moins de particules, moins de précurseurs d'ozone. Donc ça souligne aussi l'enjeu à aligner en fait, les politiques de santé publique, de qualité de l'air, et les politiques pour le climat, parce que ce n'est pas toujours gagnant-gagnant. Si on agit fort, au bout de combien de temps on en voit les bénéfices ? Sur la qualité de l'air, on a vu avec les confinements, en fait, on peut avoir des bénéfices très rapidement. Si on a une stratégie de baisse d'émissions de gaz à effet de serre sur plusieurs années, au bout de quelques années, on peut en voir les effets sur la composition atmosphérique. Par contre, pour la température, la tendance à la température planétaire, compte tenu de la variabilité naturelle du climat, et par rapport à des scénarios de fortes émissions, on ne le verrait, on ne le discernerait qu'au bout d'une vingtaine d'années. Un peu plus pour le rythme de montée du niveau des mers. Voilà, donc je termine en soulignant à quel point le climat avec lequel on va vivre, en fait, dans les décennies qui vont suivre, dépend de nos décisions à tous, en fait, chacun à son échelle, et certains ont des leviers d'action bien plus forts que d'autres. Donc, la responsabilité qui est là, et puis d'autre part, le fait de pouvoir mobiliser ces connaissances scientifiques récentes pour se préparer aux changements qui sont inévitables. Donc nous, on a mis en place des fiches de synthèse par région de 2 pages, un atlas interactif qui est un formidable outil pour la formation, qui permet de manipuler cette information climatique. Le premier mois, 500 000 connexions de tous les pays du monde, vraiment tous les pays du monde. Et cet atlas a été mentionné à de multiples reprises par de nombreux acteurs à la COP26 comme un outil en fait inscrit dans les sciences ouvertes, les données ouvertes, qui permettent d'utiliser plus largement cette information climatique, même si dans la plupart des cas, elle ne vous satisfera pas, elle ne sera pas suffisante, et qu'on est rentré dans une phase de co-construction avec les connaissances des acteurs de terrain, leurs besoins, leurs retours d'expérience, et c'est ça qui permet en fait de construire l'information climatique utile pour la prise de décision dans chaque contexte ou dans chaque secteur. On est en train de préparer des fiches sur les changements physiques pertinentes pour différents secteurs. Ça nous a été aussi demandé. Donc 2022, il y aura les rapports sur les risques, les impacts, les vulnérabilités, les options d'action en termes d'adaptation, prévues pour février. Les options d'action en termes d'atténuation, prévues en mars. Et puis le rapport de synthèse qu'on est en train de préparer pour septembre. Je précise aussi que le prochain rapport spécial du GIEC, après 2023, je ne serai plus impliquée, portera sur les villes, compte tenu des multiples leviers d'action autour des villes et du changement climatique. Et dernier point, la COP26, des tensions très fortes entre les différents types de pays développés, pays émergents, pays les moins avancés. Moi, j'ai noté des tensions vraiment très fortes, exacerbées par la gestion de la pandémie, il faut le dire. La seconde chose, c'est des avancées, donc certaines contributions volontaires des pays revues à la hausse, des engagements autour de net zéro, mais pas toujours inscrits dans des plans d'action précis, mais c'est des engagements. Donc des trajectoires qui, si on est très optimiste, comme l'Agence internationale à l'énergie, une stagnation puis une baisse brutale, c'est peu crédible, mais en tout cas ça donnerait lieu à un réchauffement de l'ordre d'1,8 degré. D'autres estimations, c'est plutôt des trajectoires qui vont vers 2,4 degrés. Ça semble plus crédible en l'état. Une clause de revoyure l'année prochaine, ce qui est important en fait pour garder cette dynamique de revoir à la hausse l'ambition régulièrement. Une attente très forte des pays en développement qui est un doublement de l'aide accordée à l'adaptation. Dans les aides qui étaient mises sur la table, beaucoup étaient centrés sur la partie atténuation et peu sur l'adaptation. Le fait d'enfin pouvoir mentionner les énergies fossiles,
dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur le changement climatique, même si c'est un peu tiède, la réduction de l'utilisation du charbon pour l'électricité et des subventions inefficaces aux énergies fossiles. Mais c'est déjà important que ce soit noté. Très peu d'avancées sur la question posée par les pays les plus vulnérables. J'étais à des tables rondes avec des représentants de Tuvalu, du Madagascar, du Bangladesh, qui sont en fait le dos au mur, qui font directement face aux pertes, préjudices majeurs d'un climat qui change. Il y a uniquement l'Écosse et la Wallonie qui ont mis sur la table des réparations, en fait, pour ce mécanisme potentiel de pertes et dommages. C'est abordé qu'à l'angle de conseils techniques et peu de choses supplémentaires. Voilà, et donc, moi j'avais noté après la COP21 une incompréhension de gens que je connais qui m'avaient dit « ben voilà, tout est bon, on a l'accord de Paris, ça va », sans rien changer. Et là, je pense que le signal après Glasgow, il est très clair, en fait. Il est que beaucoup reste à faire pour les gouvernements en termes d'implémentation, en fait, pour tenir les objectifs qui ont été promis. Et puis beaucoup reste à faire dans l'ensemble de la société civile pour accélérer, en fait, parce que c'est de ça dont on a besoin. Donc merci à vous pour ça.